Radio J. Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Thierry de Montbrial. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes académicien, fondateur et président de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et vous publiez aux éditions Duno un livre intitulé « L'ère des affrontements, les grands tournants géopolitiques ». Un ouvrage dense dans lequel, à travers un important texte d'ouverture suivi d'une sélection des perspectives écrites chaque été pour l'édition annuelle du Ramsès de l'IFRI, vous proposez une réflexion sur l'évolution du monde et des affaires internationales depuis la chute de l'URSS. Comment sommes-nous passés de l'ère de la mondialisation heureuse et de la fin de l'histoire à celle des chocs de puissance entre les États-Unis, la Chine ou encore la Russie. Thierry de Montbrial, vous écrivez avoir au fond écrit ce livre pour que l'on prenne très au sérieux, je cite, la possibilité actuelle d'une troisième guerre mondiale, au moins pour tout faire pour l'éviter. C'est une perspective réellement envisageable pour les 10 ou 20 ans à venir? Oui. Alors, d'abord, il faut rappeler que nous avons eu une première guerre froide. Je crois que nous sommes maintenant dans une deuxième guerre froide. Nous y sommes. Déjà, pour la première guerre froide, parce que les gens enjolivent, on parle de l'ordre mondial d'après-guerre, il n'y a jamais eu d'ordre mondial d'après-guerre. Il y a eu une certaine stabilité qui était fondée essentiellement sur la dissuasion nucléaire, mais l'affrontement Est-Ouest était largement dérivé sur le tiers-monde au sens large. Et il n'a pas débordé, mais rappelons-nous, et même si on n'a pas vécu directement cette période, ce qui est votre cas, j'imagine, qu'il y a eu beaucoup de grands moments d'émotion pendant cette première guerre froide. C'est-à-dire que l'hypothèse d'une guerre mondiale n'a jamais été exclue déjà pendant cette période-là. Et je pense que dans la période où nous entrons, où le monde est beaucoup plus instable, en raison de la multiplication des acteurs, en raison de la multiplication d'une interdépendance qui a considérablement cru et qui donne lieu aussi à davantage de possibilités de conflits locaux, le risque effectivement que quelque part ça dérape, symboliquement le risque Sarajevo, si vous voulez, par allusion à la Première Guerre mondiale, ce risque est en effet beaucoup plus grand. Donc oui, il y a un risque de Troisième Guerre mondiale. Ce risque est d'autant plus important, écrivez-vous Thierry de Montbrial, que les Européens ont perdu depuis la guerre froide, la première guerre froide, avec la première guerre froide, même le sens du tragique. Le retour au tragique dans l'histoire, c'est une expression qu'a beaucoup utilisée Emmanuel Macron depuis son élection en 2017. Est-ce que ça traduit, selon vous, chez lui, une prise de conscience avancée, ancienne, de l'illusion de l'idée de la fin de l'histoire et une conviction, au contraire, de l'accélération de l'histoire ? Je ne peux pas répondre pour Emmanuel Macron, mais étant donné son âge et sa propre formation, avant de devenir soudain président de la République, je ne suis pas certain qu'il ait dans sa chair le sens du tragique. Je pense que vous-même, qui êtes jeune, et beaucoup de personnes qui nous écoutent ont le sens du tragique, parce qu'ils connaissent l'histoire, ils ont la tradition et ils savent ce que c'est que de souffrir dans sa chair, même s'ils ne l'ont pas directement vécu eux-mêmes. Est-ce que Emmanuel Macron a ce sens-là? Je n'en sais rien. Moi, je l'ai davantage, étant donné ma propre histoire, étant donné mes intérêts, mais je pense que cette question du sens de tragique, il faut toujours le garder en tête. Et il faut avoir plus généralement le sens de la durée. Vous voyez, c'est-à-dire que nous avons vécu, les gens de ma génération, nous avons effectivement traversé la guerre froide avec des émotions, comme je vous le disais, mais enfin, on n'avait quand même pas si peur que ça, on n'y croyait pas trop et on pensait que tout ce qu'on faisait dans le cadre de la stratégie nucléaire, par exemple, permettrait de l'éviter. Et effectivement, ça a permis de l'éviter. Mais si on resitue l'histoire dans le temps long, la parenthèse d'une société organisée, prenant au sérieux le droit international, etc., c'est une exception dans l'histoire dans l'histoire du monde. Tous les gens qui disent constamment le droit international, c'est sympathique le droit international, mais l'idée que le monde était rentré déjà dans la fin de l'histoire, tout ça c'était une utopie et c'est une idéologie qui persiste, qui perdure. On l'entend tous les jours dans les commentaires. Et c'est ça contre quoi je m'inscris, parce que je pense que si on continue de raisonner comme si
tout devait être amené au problème du bien et du mal au droit international, on se trompe complètement et on augmente, sans le vouloir, bien entendu, les risques d'une conflagration. Votre analyse est toujours nourrie, Thierry de Montbrial, d'une lecture réaliste des événements, par opposition au courant d'irréaliste. Qu'est-ce qui distingue ces deux courants et comment expliquez-vous que la guerre d'Ukraine soit assez majoritairement perçue et analysée, en particulier en France, à travers ce prisme idéaliste? Le réalisme, je vous dis d'abord ce que ça n'est pas. Et j'explique ça dans le livre. Ça n'est pas la réelle-politique et ça n'est pas le cynisme. La réelle-politique, c'est tout voir à travers le prisme exclusif des rapports de force bruts, c'est-à-dire, on va dire, symboliquement matériels. Le cynisme, c'est ça, plus l'immoralité. Le réalisme, c'est tout simplement regarder les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire d'essayer de comprendre les phénomènes, non pas à travers un prisme a priori, mais tels qu'ils sont. Les rapports de force, évidemment que ça existe. Écoutez, les gens qui répètent tous les jours Poutine ne comprend que les rapports de force. Bon, maintenant, Trump ne comprend que les rapports de force. Mais enfin, dans les questions internationales, les rapports de force, ça a toujours joué un rôle absolument essentiel. Les rapports de force, c'est essentiel. Simplement, le réaliste, il va inclure dans la comptabilité des rapports de force, il va mettre bien entendu les forces matérielles, c'est-à-dire la puissance au sens traditionnel, combien de divisions avez-vous, mais il va inclure aussi les forces morales, bien entendu. Et les forces morales pèsent. Et ceci nous amène à l'idéalisme. L'idéalisme, c'est tout mettre sur les forces morales, ou les forces morales supposées, c'est-à-dire le bien contre le mal. Enfin, écoutez, moi je demande aux gens de lire, s'ils ne l'ont pas fait, et de le relire s'ils l'ont fait, parce qu'on peut le relire indéfiniment, le livre de la Genèse. Tout simplement, le livre de la Genèse. Bon, le problème du bien et du mal, nous n'allons pas le résoudre, nous, ni vous, ni moi, ni personne. Si on a le culot, en plus, quand on cherche à analyser la situation internationale, de s'arroger le droit de dire où est le bien et où est le mal, ça peut mener à la guerre. C'est idiot, d'abord, c'est idiot. Oui, ça peut augmenter le risque de guerre. Et je reste un peu sur le même terrain. Ce qui m'afflige, c'est d'entendre trop souvent des gens qui prêchent ce qu'ils estiment être le bien, en simplifiant le problème, mais en exprimant la haine. Parce que si vous exprimez, si vous prêchez le bien et le faites en même temps avec haine, là on est dans le dérapage complet. Alors, certains pourront penser que je m'éloigne beaucoup du sujet. Non, parce que la clé d'interprétation de la Russie s'est faite exclusivement sur ce critère. Le réaliste que je suis, que je revendique être, il va chercher les causes profondes du conflit ou des conflits actuels. Et où est-ce que je les trouve, ces causes profondes? Je les trouve déjà immédiatement avec la chute de l'Union soviétique, qui était la chute du communisme, mais qui était aussi la chute du dernier empire du XXe siècle, après tous les autres, c'est-à-dire après la chute des empires centraux de l'Empire ottoman, après la Première Guerre mondiale, la chute des empires coloniaux, après la Seconde Guerre mondiale. Là, c'est la chute de la Russie. Il se trouve que la chute de la Russie, elle s'est passée très doucement. C'est extraordinaire qu'elle se soit passée aussi doucement, mais il était évident. Et dans mes chapitres, puisque vous avez rappelé que je reprends partiellement, ça aurait été trop long, des textes de Ramsès, mais cette préoccupation, quelqu'un comme moi, je l'ai vu immédiatement, qu'il allait y avoir des bombes à retardement. Et quand on creusait un peu, vous aviez des gens très éminents comme Zbigniew Brzezinski, qui avait extrêmement vu tout de suite le cas de l'Ukraine. Simplement lui-même, il en avait tiré argument pour dire c'est l'Ukraine sur laquelle il faut mettre la main, sur laquelle les Américains doivent conquérir. Et puis, vers la fin de sa vie, il s'est aperçu qu'il avait peut-être été trop loin dans cette direction. Enfin voilà, en gros, si vous voulez, quel est le type d'approche que je défends dans ce livre.
On recevait il y a quelques semaines à ce micro l'ancien secrétaire d'État aux Affaires européennes Pierre Lellouche pour son livre Engrenage. Il expliquait et considérait que sa tentative justement d'articuler une position qui intègre les intérêts, les lignes rouges également respectives des belligérants lui avait valu d'être accusé très rapidement d'être pro-Kremlin. Il est temps de faire davantage de place aux réalistes pour envisager une sortie de crise. Alors je vous dirais d'abord que, pour la petite histoire, que Pierre Lellouche est un ancien de l'IFRI. Il a été l'un de mes adjoints au début de l'IFRI. Nous avons travaillé ensemble pendant une dizaine d'années. Et effectivement, nous partageons très largement la même analyse, avec quelques nuances, notamment par rapport à la perspective temporelle, etc. Mais en gros, c'est la même. Alors, oui, il a été accusé d'être pro-Kremlin, moi aussi, et c'est d'autant plus amusant, si je puis employer ce mot, que lui comme moi, à l'époque des débuts de l'IFRI, c'est-à-dire dans les années 80, nous étions tous les deux accusés, au contraire, d'être atlantiste. Non, on n'était pas atlantiste, on était hyper-atlantiste, parce qu'il y avait toujours les exagérations, vous voyez. Donc tout ça est assez piquant. Mais le point que vous venez de souligner est crucial. Et moi, je le reformule de la manière suivante, c'est-à-dire à la manière kissingerienne, que j'ai très bien connu Kissinger, jusqu'à pratiquement la veille de sa mort, d'ailleurs. Et c'est la question de la recherche, non pas d'un équilibre des forces, mais d'un équilibre des intérêts. C'est d'ailleurs pour ça que Kissinger a été tellement critiqué aussi en 1973, au moment de la guerre du Kippour, oui. Parce que à l'époque, quand les Israéliens ont pris le dessus, ils auraient voulu aller jusqu'au bout, si vous voulez, pour vaincre notamment l'Égypte. Bon. Et qu'est-ce que c'est l'équilibre des intérêts? L'équilibre des intérêts, ça veut dire, imaginons que nous soyons, vous et moi, adversaires. Ce que je m'empresse de dire, ce n'est pas le cas. Hein. Bon, ça commencerait mal. Manifestement, ça n'est pas le cas. Bien au contraire. Alors, supposons que nous soyons adversaires. Bon, on a des forces tous les deux. Hein. C'est-à-dire qu'on a des moyens de se nuire mutuellement. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ou bien on va faire la guerre jusqu'à ce que l'un des deux crève, comme dans beaucoup de situations dans le monde, on arrive rarement jusqu'à une fin aussi tranchée que celle-là, où nous allons chercher à trouver un accord durable. Comment peut-on trouver un accord durable? Moi, je ne peux trouver un accord durable vis-à-vis de vous et vous vis-à-vis de moi que si je tiens compte de vos intérêts, que j'appelle intérêts fondamentaux, et que si vous tenez compte des intérêts fondamentaux. Oui. Bon, peut-être que certains de vos intérêts fondamentaux ne vont pas me plaire, et réciproquement. Mais si on veut arriver, pour parler comme Trump, à un deal durable, il faut que chacun d'entre nous reconnaissions, admettons que l'autre il faut lui laisser une place pour ses intérêts fondamentaux. Et fasse aussi des concessions? Ben évidemment. La diplomatie, c'est les concessions. Et à distinguer soigneusement des compromissions. Il faut toujours rappeler ce point essentiel. Mais il faut également que nous ayons la volonté de nous respecter dans le cadre de l'accord durablement. Alors, dans la période de la guerre froide, n'est-ce pas, les superpuissances de l'époque, donc les États-Unis et l'Union soviétique, avaient réussi quelque chose d'extraordinaire. C'est d'ailleurs une période que nous avons vécue, Lellouche et moi, ensemble, qui était la période de l'arms control, de la maîtrise des armements. C'était quelque chose d'extraordinaire, parce que la maîtrise des armements, c'est-à-dire que chaque partie avait une forme de contrôle sur les armements des autres, avec des moyens de vérification, etc. Donc c'était assez intrusif. Donc c'était quelque chose qui n'était pas du tout naturel, mais qui finalement avait assez bien fonctionné. Pourquoi? Parce que vous avez eu l'alerte de 1962 de la crise des missiles de Cuba, où on a été passé à 2 doigts d'une guerre mondiale, vous comprenez? En 1973 aussi, mais enfin, pas d'une manière aussi forte. Voilà. Donc, le péché originel de la situation actuelle, c'est que nous n'avons pas voulu, les Occidentaux n'ont pas voulu reconnaître une certaine légitimité à la demande des Russes
de revoir le système de sécurité européen dans son ensemble après la chute de l'Union soviétique. Ça, c'est ma conviction profonde, et je crois que c'est aussi celle de quelqu'un comme Pierre Lelouch. Et ensuite, tout s'est enchaîné. On ne va pas rentrer dans les détails, puisqu'on a aussi autre chose, je suppose, à discuter. Oui. Mais il faut aller, en tout cas, à la racine des problèmes. Et je vais vous dire, pour finir sur ce sujet, c'est que, quel que soit le type d'accord qu'il va y avoir sur l'Ukraine, il y aura 2 étapes. Il y aura, disons, l'immédiateté, c'est-à-dire l'armistice, comment faire en sorte que cet armistice soit un vrai armistice et ne risque pas de déraper immédiatement, etc. C'est une situation classique. Et ensuite, dans un second temps, il va bien falloir y revenir sur cette question de l'architecture de sécurité européenne. Et ça prendra sans doute à ce niveau-là plusieurs années. Comment est-ce que vous recevez, Thierry de Montbrial, la position extrêmement ferme, extrêmement brutale de Donald Trump à l'égard à la fois de l'Ukraine et de son président Volodymyr Zelensky, qualifié hier de dictateur, accusé même d'être à l'origine de la guerre? Deux questions. Est-ce qu'on est moins là dans le réalisme que dans la réelle politique que vous évoquiez tout à l'heure, dans sa version la plus aiguisée? Et est-ce que ce recours systématique de la part de Trump au rapport de force peut avoir un pouvoir très corrosif sur la pérennité de certaines des alliances américaines, notamment au sein de l'OTAN et avec l'Union européenne? Alors, évidemment, disons que Trump, on peut faire au moins 2 lectures. D'abord, je dirais qu'il faut éviter des jugements excessifs sur Trump, parce que ça fait partie des choses aussi qui peuvent envenimer les choses. Mais enfin, je pense que Trump est un homme très intelligent, extrêmement intuitif. On le sous-estime parfois. Je pense qu'on le sous-estime. Je pense que les intellectuels le sous-estiment, parce que les intellectuels, un personnage comme ça est insupportable pour des intellectuels, évidemment. Bon. Mais c'est un homme qui a une forme de charme qui est extrêmement efficace, et il est très soutenu. Je pense que c'est justement parce qu'on le sous-estime qu'on s'est lourdement trompé en n'imaginant pas qu'il allait encore gagner, non seulement qu'il allait gagner, mais qu'il allait gagner d'une manière écrasante, parce qu'il a sa victoire, c'est pas une petite victoire, c'est une victoire écrasante qu'il a. Notamment en termes de vote populaire. Bien sûr, bien sûr. Donc, il ne faut pas en effet le sous-estimer. Maintenant, il a un style qui est insupportable, effectivement, pour la plupart des gens comme nous, si vous voulez. Et il parle seulement qu'on puisse dire cash. Bon. Alors, il faut voir aussi qu'il n'a pas une vision géopolitique très élaborée, mais en revanche, il a un sens extrêmement aigu des intérêts économiques, de la géoéconomie, si vous voulez. Ça, je crois qu'il comprend parfaitement. Et que quand il parle, par exemple, de l'histoire du Groenland, la plupart des gens, je suis sûr, aussi dans votre entourage, ont été absolument stupéfaits. Mais la question des ressources du Groenland, de la place géostratégique du Groenland ou des terres rares en Ukraine, c'est pareil. Tout ce qu'il dit là, en fait, c'est pas du tout idiot, parce que ce sont de vrais enjeux. Bon, donc, et le canal de Panama, parce que la question du contrôle du canal de Panama, c'est effectivement, sur le plan géoéconomique, une question essentielle. Bien. Ensuite, il dit, avec sa forme hyper exagéré, il dit par exemple, quand il dit vous, Ukrainiens, vous me devez 500 milliards d'euros. Alors ça paraît là brusquement, alors on voit même des gens qui se mettent à calculer combien les Américains ont vraiment donné, on tombe dans les considérations de ce genre, mais si on prend un peu de distance, ce qui est encore une fois ce que j'essaye de faire moi-même dans mon livre, on voit que le soutien des Américains n'a jamais été gratuit. Le plan Marshall n'a pas été gratuit. Les Américains ont toujours comptabilisé leur soutien partout et trouvé des contreparties, généralement économiques d'ailleurs. Donc derrière ça, il y a aussi des comportements, certes beaucoup plus civilisés et polis, mais c'est quelque chose de nouveau. Maintenant, il y a autre chose. Quand on parle de rapport de force, alors, je parle de rapport de force brut. Dans un livre antérieur, qui s'appelait « Vivre le temps des troubles », je posais la question suivante. C'est comment, au fond, les États-Unis, c'est une démocratie, donc tous les 4 ans, il y a un nouveau président ou le même reconduit une fois, et donc le détail de la politique étrangère varie dans le temps. Où est la constante ?
quelle est la constante de la politique ou de la stratégie américaine? C'est une stratégie de moyens qui se résume en une phrase. Les États-Unis doivent être plus forts militairement que le reste du monde supposé coalisé contre elle. Bon. Quand vous avez la supériorité absolue des moyens, Oui. vous pouvez vous permettre de faire des bêtises. Bon. Si vous êtes millionnaire et que vous payez 2000 € un costume qui en vaut 300, vous vous rendez même pas compte. Bon, si par contre vous êtes quelqu'un de normal et que vous payez 500 € un costume qui en vaut 300, c'est une perte qui aurait dû être évitée. Vous voyez. Et donc les États-Unis ne sont plus millionnaires parce qu'ils font face à l'ascension de la Chine? Non, non. Alors, les États-Unis ont toujours eu cette stratégie. Et ça, c'est l'avantage d'être simple. Tout le monde peut comprendre ça. La supériorité militaire et technologique qui va avec, bien entendu. Bon. Alors, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, depuis quelques décennies, hein, rappelons-nous qu'en 2001, enfin au début de l'année 2000, quand George W. Bush est arrivé au pouvoir, le directeur de la CIA de l'époque, c'est tradition, présentait un rapport de synthèse qui disait que le grand souci, la grande menace potentielle, c'était la Chine. Sur ce, arrive le 11 septembre, la même année. Donc le 11 septembre, si vous voulez, a détourné l'attention des États-Unis sur ce souci qu'ils avaient déjà, qui était celui de la Chine. Voilà. Qui venait d'entrer dans l'OMC, je crois, quelque temps. Et alors, la Chine, à ce moment-là, avait rentré dans l'OMC cette année 2001, ce qui renvoie d'ailleurs à une autre question, c'est est-ce qu'on s'est trompé en faisant rentrer la Chine dans l'OMC, mais à ce moment-là, les entreprises, les grandes entreprises voyaient l'intérêt, parce que l'intérêt, c'était de produire à bas prix en Chine et d'exporter à bon prix, et ça a été toute la matrice, si vous voulez, de la mondialisation à cette époque. Mais vous voyez, il y a eu une distraction avec le 11 septembre, distraction dans le sens fort du terme. Et là, ça nous ramène à la Russie, parce que je crois qu'aujourd'hui, Trump se dit mon souci maintenant, c'est de gérer le maintien, le renforcement de la puissance américaine. Pour renforcer la puissance américaine, ça passe par l'économie. Les Français feraient bien d'ailleurs au passage de réfléchir un petit peu à ça. Je ne veux pas, Trump, j'essaye de parler pour lui, et je ne veux pas me laisser distraire par un conflit que je trouve idiot, qui est justement celui sur l'Ukraine. Oui, en gros, il y a une certaine logique, hein. Encore faut-il l'apercevoir correctement. Vous parliez, Thierry Mongrel, de ce début du XXIe siècle. Dans un des textes publiés dans le livre et rédigé en 2004, un an après le déclenchement de la Deuxième Guerre d'Irak par l'administration Bush Jr., vous écriviez, je cite, « Aucune stabilité régionale n'est possible sans le concours de l'Iran, mais les dirigeants de la République islamique refusent de prendre la proie pour l'ombre. » Est-ce que vous diriez la même chose quasiment 20 ans après ? Alors, les principes fondamentaux ne changent pas, sont immuables. Bon. Et ça nous ramène, si vous voulez, au réalisme. Qu'est-ce qui se passe dans la région depuis le 7 octobre ? Ce qui se passe, c'est que le rapport de force a changé. Bon. De manière, et vous voyez, là, je ne suis pas dans la distribution du bien, du mal. Le mal, je sais très bien où il est. Et d'ailleurs, ces jours-ci particulièrement, j'ai une pensée pour les otages israéliens. Mais dans notre discussion, on ne se situe pas à ce niveau. Les gens qui ensuite tombent sur Israël, sur la guerre de Gaza, etc., ça conduit à des errements dans l'analyse. Donc là, je me mets dans l'analyse réaliste pure. Bien, ce qui s'est passé, c'est que l'Iran est fondamentalement affaibli. Voilà. Donc aujourd'hui, en termes de rapport de force, l'Iran est extrêmement affaibli. Et en particulier, l'élimination du Hezbollah et l'affaiblissement considérable du Hamas
fait que les marges de manœuvre de l'Iran sont aujourd'hui très réduites. Et donc, il y a une opportunité de tenter de relancer des négociations avec Téhéran ? Oui. Alors, la question qui devient très intéressante, c'est sur quoi vont porter ces négociations ? Sur les questions nucléaires, certainement. Donc, on va reprendre d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, Trump l'a dit très clairement, et je crois qu'il y a une probabilité très élevée que les Iraniens rentrent dans ce jeu, mais il faudra quand même des contreparties. Donc, on retrouve là, ce sera quoi les contreparties ? Et là, on retombe dans la question, vous savez, de la grand negotiation, c'est-à-dire est-ce qu'il faut faire une négociation qui aborde aussi les conflits territoriaux. On évoque également les questions balistiques et puis le nombre de proxys pro-iraniens dans la région. Alors, en effet, ça veut dire à la fois, si on reprend le vocabulaire de contrôle des armements, de l'arms control, c'est en effet la question des vecteurs, etc., mais c'est évidemment aussi la question des proxys dans la région. Voilà. Alors, là, ce serait la situation, si je puis dire, idéale, qu'on puisse rentrer, parce que il faut bien voir aussi, là aussi, je parle en réaliste, qu'on ne va pas éliminer l'Iran de la carte du Moyen-Orient. L'Iran est une grande puissance, l'a toujours été et le restera. Mais il peut y avoir une opportunité. Alors, derrière tout ça, que la situation régionale soit reconfigurée, on le voit bien aussi avec la Syrie. Bon, je constate aujourd'hui simplement que les spéculations, les analyses même de gens très sérieux qui cherchent à bien comprendre ce qui se passe en Syrie ne sont pas tous du même avis. Ils ne sont pas tous du même avis pour de bonnes raisons, non pas pour des raisons proprement idéologiques, mais parce que qui est M. Ahmed El-Shara, quels sont les rapports qui peuvent s'établir entre ces nombreuses communautés qui forment maintenant la Syrie, etc., etc. Mais sur cette question-là, je vous dirais que j'ai envie, je veux me montrer un petit peu raisonnablement optimiste. Il y a une chance. Mais là, il faudra évidemment beaucoup de finesse. Il nous reste à peu près 3 minutes. Vous écrivez, je vous cite Thierry de Montbrial, retenir 1979 justement comme l'année charnière entre l'échec du nationalisme arabe et l'éclosion tant de l'idéologie islamique du djihadisme qui allait forcément marquer le début du XXIe siècle. À propos de la révolution islamique de 79, dont vous rappelez à plusieurs reprises dans le livre l'importance matricielle dans le renouveau et l'expansion de l'islam politique, plusieurs chercheurs ont montré comment une référence trop appuyée au passé, parlait beaucoup d'histoire dans le livre, a conduit l'administration Carter à manquer la spécificité, le caractère neuf de la crise en cours à laquelle était confronté le Shah. C'est un risque majeur pour l'analyse du temps présent, le think tanker que vous êtes, de penser que le film se rejoue en croyant de surcroît avoir cette fois, connaître par avance cette fois le scénario. Je ne connais pas. D'abord, je vous dirais que j'ai vécu cette période. J'étais à ce moment-là, je dirigeais le centre, ce qu'on appelle le centre d'analyse, de prévision et de stratégie. J'étais le premier directeur dans les années 70. J'étais beaucoup aux États-Unis à cette période, à l'époque de Carter, et avant d'ailleurs. Et j'avais une discussion avec Vance, non pas le J.D. Vance, mais le Vance qui était secrétaire d'État à l'époque. Et effectivement, les Américains sous-estimaient grandement l'instabilité du régime du Shah. Mais nous, en France, il y avait des gens qui l'avaient parfaitement identifié. Donc, mais eux le sous-estimaient. Bon. Donc, je dis ça au passage aussi, parce que ce n'est pas arrivé totalement comme une surprise intégrale. Aujourd'hui, le problème, me semble-t-il, c'est que le djihadisme tel qu'il se présente aujourd'hui ne durera pas éternellement. Rien d'ailleurs ne dure éternellement. Mais aujourd'hui, personne ne peut prédire la façon dont ça se terminera, ni quand ça se terminera. Ce que je pense simplement, c'est que les Moyen-Orient, particulièrement ces problèmes, bon, on voit bien que toute une partie maintenant du Moyen-Orient souhaite la paix. Oui, l'Arabie saoudite voudrait rentrer dans les accords d'Abraham, etc., etc. Simplement, c'est comment parvient-on à ça ? Et comment approche-t-on, résout-on, entre guillemets, le problème palestinien ? Parce que qu'on le veuille ou non, ce problème restera.
le Hamas est très détruit, mais ça recommencera sous diverses formes. Voilà. Comment s'y prendre? C'est vraiment... vous apparaît comme une folie, cette migration volontaire des Gazaouis vers l'Égypte et la Jordanie qui n'en veulent pas? Moi, je pense que Trump, il a au moins un mérite. Je trouve que c'est bien de sortir des idées, même si elles peuvent paraître totalement farfelues. Out of the box. Out of the box. Donc je suis pour cela. Ensuite, la diplomatie continue d'avoir ses règles pour arriver à sortir d'une situation aussi complexe. Il faudra vraiment d'excellents diplomates. Et marcher sur ses deux pieds. Merci beaucoup. Marcher sur ses deux pieds et savoir aussi marcher sur des œufs sans les écraser. Merci beaucoup, Tchad Moumriel, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre nouveau livre, L'ère des affrontements, les grands tournants géopolitiques. C'est publié aux éditions Juno. À très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup.